ce nouvel épisode des Gask Insights. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Mark-Edge Chahine de la société Sogeti. Mark-Edge, bonjour. Bonjour Eric. Merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger autour du test et de sujets qui sortent un peu de notre quotidien pour le moment. Oui, tout à fait. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, bon, c'est vrai que tu es quand même quelqu'un d'assez connu dans la communauté, mais est-ce que tu pourrais te représenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, s'il te plaît? Donc, Mark-Edge Chahine, un spécialiste test. J'y travaille depuis que j'ai commencé à travailler en 2011. J'ai enchaîné des missions et des expériences en tant que testeur agile dans les transformations agiles et autres, jusqu'au moment où j'ai décidé de vouloir faire plus. J'ai rejoint Altran, qui a été racheté par Sogeti. J'ai commencé à écrire des articles au départ vraiment pour moi, en français, pour organiser mes idées et pour pouvoir partager ce savoir avec de nombreuses personnes. Il s'est avéré que ça a eu beaucoup de succès, donc j'en suis très très heureux. Ça, ça a débouché sur la connaissance de beaucoup de personnes, des échanges très fructueux et la taverne du testeur. Aujourd'hui, je travaille aussi beaucoup avec le CFTL, notamment pour organiser la JFTL. Très bien. Donc aujourd'hui, on t'accueille parmi nous pour évoquer un sujet très intéressant qui est le critère qualité humain au centre du test et de la qualité. Oui, mais c'est un sujet que je trouve très important et comme on va le voir au cours de notre discussion, est un sujet plein d'avenir mais qui est ancré dans le présent. D'accord, ok, très bien. On va commencer tout de suite. Donc déjà, première question. Tester en pensant à l'humain, bien évidemment, ça semble évident. Donc, est-ce que ça ne serait pas un non-sujet? En fait, on pourrait le penser, mais c'est quand même abordé dans le préambule du syllabus ISTQB Fondation. On dit qu'une des raisons pour lesquelles on teste, c'est pour les humains, pour la sécurité, etc. Il y a des évidences, hein. Il y a des logiciels critiques, notamment dans tout ce qui est aviation ou sûreté nucléaire. C'est les exemples que l'on prend lorsqu'on fait la formation avec la certification. Mais en fait, c'est ce terme de sécurité pour les humains va bien au-delà. Et je pense que c'est un sujet qu'on va aborder ultérieurement. Mais il est important de se rappeler que les logiciels, c'est pour les humains, c'est des outils. Donc je te rejoins sur le diagnostic, ça devrait être un non-sujet. Malheureusement, les outils n'ont pas forcément d'état d'âme et ils sont ce que l'on en fait et ce pourquoi on les a conçus. Et au final, on a beaucoup d'impact des logiciels sur les humains et même pour des logiciels qui peuvent paraître anodins. Alors, justement, donc, quels seraient les impacts concrets des logiciels sur l'humain, justement? Déjà, ils sont très nombreux parce que les logiciels sont partout, hein. On a les enceintes connectées, on a les logiciels sur nos téléphones, on a les logiciels sur notre télé. Là, on utilise un logiciel pour enregistrer notre conversation. Donc, c'est partout dans nos vies. Et que l'on soit ou pas dans l'informatique. On a déjà observé de nombreuses dérives qui ont fait scandale, hein. Pour en citer quelques-unes, il y a Cambridge Analytica, il y a les algorithmes des réseaux sociaux qui favorisent les extrêmes. Donc ça, c'est un autre scandale qui est sorti il y a pas très longtemps, où on s'aperçoit que si quelqu'un veut maigrir, on va lui montrer des personnes maigres et on va le faire tendre jusqu'à aller sur de l'anorexie. Voilà. Et c'est pas grave si la personne devient anorexique. Alors ça, c'est un exemple qui est un peu sexiste, mais c'est celui qui avait été utilisé lorsque le sujet était sorti. On a aussi toutes les vidéos YouTube. Maintenant, l'algorithme, il est fait pas pour que les personnes regardent des vidéos qui les intéressent, pas pour que les gens regardent des vidéos de qualité, mais pour que des gens regardent des vidéos et qui vont les faire rester sur la plateforme et regarder d'autres vidéos. Voilà. Okay. Donc là, les dérives, elles sont nombreuses. On peut en avoir beaucoup d'autres. On peut en imaginer beaucoup d'autres.
Mais pour ça, il y a nettement meilleur que moi, hein. Il y a les œuvres de science-fiction, Black Mirror, qui est une série très connue, où on regarde une dérive de un aspect des logiciels par épisode. Il y a aussi Métacité, où là, c'est les dérives de tout pour la technologie, avec très peu d'indicateurs, notamment ceux de la croissance et de la prospérité, ou même des œuvres de science-fiction comme Carbone et Silicium, donc là qui est une BD, où là on s'interroge vraiment sur le sens de la vie et qu'est-ce qu'on veut en donner et à partir de quand on est vivant. Et là on voit qu'en fait tout se regroupe, s'articule dans les trois cas autour des logiciels et de leurs utilisations. Très bien, mais alors c'est vrai que c'est très très vaste. Et quelque part, quelle solution envisager, par quel bout est-ce qu'on peut prendre cette problématique? Alors, tout d'abord, là, on parle principalement de risques et de dérives, hein. Il faut garder à l'esprit que la plupart du temps, ces dérives, on n'y va pas, mais il faut être conscient du risque. C'est un peu notre travail de testeur d'être conscient du risque. Ensuite, des solutions, il y en a énormément. La principale, c'est d'avoir conscience de ce risque. Lorsqu'on fait une stratégie de test, un risk-based testing, on essaie d'identifier les risques et ensuite on décide ce qu'on va faire en fonction des risques. Les risques étant quand même assez nombreux sur le sujet, les contextes différents, il va falloir s'adapter. Donc on pourra trouver énormément de solutions. Moi, j'en ai pensé à une qui est ni nécessaire ni suffisante, mais qui permet d'ouvrir les yeux et justement de faire prendre conscience de cette problématique. Ça a été le cas avec la sécurité et l'accessibilité, avec la norme RGPD, hein. Les problématiques de sécurité sont devenues très importantes grâce à cette norme. RG2A, qui est inspiré de WCAG, si je dis pas de bêtises, qui est sur l'accessibilité, qui elle aussi va devenir obligatoire dans les années à venir. Moi, ce que je connais au niveau de la qualité, c'est l'ISO 25010. Et on a 8 critères qualité, qui sont le fonctionnel, et 7 critères qualité qu'on appelle non fonctionnels, avec notamment la sécurité et les performances, l'utilisabilité. Moi, ce que je propose, en fait, c'est d'ajouter un nouveau critère non fonctionnel, un critère qui est vraiment axé sur l'humain. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde tous ces critères, il n'y a rien qui est centré sur l'humain, et à aucun moment on va penser, à part peut-être pour l'ergonomie, à est-ce que notre logiciel est de qualité pour les utilisateurs, pour les humains. 30 secondes, désolé. Pas de problème. Je vous profite pour boire un petit coup. Vraiment navré, c'est pas de chance, ça arrive une fois tous les 2 jours et c'est arrivé au mauvais moment. Ça devait être un appel pour certainement des fenêtres ou. C'est ça, ou le CPF. Exactement, le fameux. Voilà. Encore un impact des algorithmes où ils vont chercher nos données, ils nous appellent. Alors oui, mais là, c'est vrai que ce dossier-là est quand même assez impressionnant puisque tout le monde en a reçu. Il y a même des témoignages de personnes âgées en maison de retraite qui reçoivent sur les téléphones fixes des chambres des appels pour le CPF, ou des enfants de 10 ans qui ont leur premier téléphone et qui reçoivent des SMS sur le CPF. Donc, c'est quand même assez dingue. Voilà. Donc, on était sur les critères humains. Alors, concrètement, du coup, ces critères correspondraient à quoi? Alors, donc l'ISO, il y a toujours un critère principal et des sous-critères. Pour moi, pour l'humain, il y a un axe qui est évident, c'est l'axe de l'éthique. Pourquoi développe-t-on ce logiciel? Pourquoi développe-t-on cette fonctionnalité? Est-ce que l'intérêt, c'est l'intérêt des utilisateurs, des humains, ou est-ce que l'intérêt, c'est uniquement un intérêt financier, quitte à détériorer l'expérience ou la vie des gens? Alors moi, je suis quelqu'un qui déteste la publicité. Et on peut le voir, hein, sur les applications même mail. Maintenant, le premier mail que l'on a, c'est toujours une publicité. Parce que c'est codé dans l'application, on va mettre des publicités pour que les gens aient ça. On a aussi tout ce qui est publicité intempestive avec YouTube ou ailleurs. Donc, dans une période où on dit la sobriété c'est important, il y a quand même des milliards qui sont dépensés dans la publicité pour nous faire consommer des choses dont au final on n'a pas forcément besoin. Je ne dis pas que c'est pas important de faire de la communication,
Mais je pense que les gens devraient en fait décider qu'est-ce qu'ils veulent comme information et n'y accéder que lorsqu'ils en ont Mmh. envie. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un fameux navigateur internet qui fonctionne sur ce principe. Ouais. Bah, il y a tout ce qui est publicité ensuite ciblée, où ils vont récupérer nos données. Pourquoi ils récupèrent nos données? Ça aussi, c'est surtout pour les vendre, pour mieux nous connaître, pour savoir comment ils vont nous faire craquer pour acheter quelque chose. C'est assez effrayant de savoir ça. Et au final, à part l'entreprise qui va gagner de l'argent derrière, il n'y a aucune éthique derrière et ça n'aide personne. Ah non, il y a pas d'éthique. Et on a d'ailleurs les exemples les plus extrêmes. Je pense que la plupart d'entre nous, on a déjà vécu ça. Avoir une conversation avec quelqu'un avec son téléphone pas très loin et quelques heures plus tard reprendre le téléphone et avoir, comme par hasard, des publicités sur le sujet de discussion qu'on avait juste avant. Et ça, c'est quand même assez hallucinant. Ouais. Et c'est des choses, bah voilà, l'éthique, on devrait rentrer dedans et un logiciel qui n'a pas d'éthique devrait être considéré comme un logiciel de mauvaise qualité. Et alors c'est sûr, hein, c'est pas le testeur qui va pouvoir dire non, on n'utilise pas. Mais par contre, il va pouvoir faire remonter l'information et c'est un peu le rôle du testeur de remonter des alertes et donner de l'information. Il y a un deuxième axe qui est assez important et en fait pour moi il est tout autant et qui est pas lié à l'éthique parce qu'on peut avoir une bonne éthique et pourtant faire des choses mauvaises. C'est tout ce qui est impact. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et dans le logiciel, on a un très bel exemple, c'est les algorithmes de recommandation. Donc, le principe des algorithmes de recommandation, c'est que quelqu'un, il arrive, il regarde des vidéos, il regarde du contenu, il fait ça, j'aime bien. Et qu'est-ce qu'il va faire, le logiciel? Ben, il va dire, t'aimes bien ça, les personnes qui aiment bien ça, ben, aiment bien ça aussi. Ou, t'aimes bien ça, ça parle de tel sujet, je vais te proposer à peu près les mêmes sujets. Cool. Donc moi, en tant qu'utilisateur, je suis content, je suis sûr si je regarde les recommandations, plutôt que de devoir aller chercher, je vais trouver quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît. Donc ça, c'est très bien, sauf que c'est un énorme impact et ça nous enferme, un peu comme dans un entonnoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le Twitter d'une personne ou l'Instagram d'une personne ou même le LinkedIn d'une personne est toujours différent du Twitter, de l'Instagram et du LinkedIn d'une autre personne. Il y a énormément d'informations. Ces réseaux nous font du tri, ils font des filtres et ils nous montrent certaines informations, uniquement celles qui devraient, sur le papier, nous plaire. Malheureusement, on se retrouve à vivre dans son monde, un monde totalement fictif, où on ne voit que des personnes qui sont d'accord avec nous sur les sujets que l'on veut aborder. Et du coup, on arrive à s'auto-persuader que j'ai la vérité, tout le monde est d'accord avec moi, si j'entends quelque chose de différent, c'est forcément un illuminé. Moi, je sais que la Terre est plate. Donc, tous ceux qui disent que la Terre n'est pas plate, c'est des illuminés. La preuve, toutes les personnes avec qui j'échange disent que la Terre est plate. Donc, c'est un exemple qui peut sembler extrême, mais c'est exactement comme cela que ça se passe. On est très vite dans ce monde factice, dans nos opinions, et à la fin, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus moyen d'échanger à peu près calmement, d'argumenter. On est face à deux opinions. Et même quand on parle de science, quand on argumente avec quelqu'un qui dit que la Terre est plate, qu'on lui explique que quand le bateau il disparaît par la coque en premier, on voit toujours les voiles, c'est comme ça qu'il y avait eu l'intuition. Il nous dit, mais ça, c'est ton opinion, nos opinions sont différentes. Des faits deviennent des opinions dans le meilleur des cas. Parce que des fois, les échanges peuvent finir et être un peu plus violents que juste une fin de conversation en disant de toute façon, on ne sera jamais d'accord, c'est ton opinion. Donc très important. Donc, deux axes, l'éthique et l'impact. C'est ça. Il peut en avoir d'autres, on peut réfléchir à d'autres, mais moi, j'ai vraiment pensé à ces deux-là. Et alors derrière tout ça, quel rôle pour le test et quel rôle pour les testeurs? Le test et les testeurs, tout seuls, ils vont rien pouvoir faire. Je dirais même que la société civile toute seule ne pourra rien faire.
Par contre, le testeur, malgré le fait que tout seul, il ne puisse rien faire, pour moi, a un rôle qui pourrait être un rôle de lanceur d'alerte. Éveiller les consciences des personnes qui travaillent sur ces logiciels. Il y a quelqu'un qui travaillait chez Google, je crois. Il faisait partie d'une petite équipe qui travaillait sur les algorithmes et qui a décidé de quitter son entreprise pour fonder une association sous prétexte que c'était pas normal pour lui qu'un si petit groupe de personnes, une vingtaine de personnes, ait un pouvoir d'influence aussi important sur des milliards d'autres personnes sans qu'il y ait de consentement. Il a créé donc là une association qui s'appelle Center for Human Technology sur humantech.com et c'est vraiment quelque chose qui vaut le détour et c'est une prise de conscience. Il a créé cette association pour faire prendre conscience aux gens de cette problématique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on n'est pas conscient d'un risque, on va rien faire pour lutter contre ou pour diminuer ses effets. Pourquoi le testeur est idéalement placé pour ça? C'est son rôle. Le testeur tout seul ne sert à rien. On ne va pas tester une application qui n'existe pas ou qui n'a même pas été conçue, imaginée. Donc, lui, son rôle, c'est vraiment être lanceur d'alerte, faire comprendre, communiquer. Et du coup, en ça, il a toutes les compétences requises pour participer à cette prise de conscience. L'idée est assez simple, en fait, c'est de considérer comme un bug, qui pourrait être majeur, voire bloquant, tout ce qui va à l'encontre de ce qui serait bien pour les utilisateurs, pour les hommes et pour les femmes, et qui est là en fait que pour satisfaire des chiffres et de l'argent. Et ça, on pourrait le faire donc en interne chez les testeurs dans les entreprises, mais aussi réussir à diffuser cette prise de conscience en externe à l'ensemble des utilisateurs et des personnes étant amenées à utiliser l'algorithme en disant moi je veux pas utiliser cette application. Personnellement, je refuse d'utiliser WhatsApp parce que les conditions générales d'utilisation ne me conviennent pas et que Facebook a été sujet à trop de dérives. Donc, comme logiciel de messagerie, j'utilise Signal qui, en tout cas pour le moment, est beaucoup plus respectueux de la vie privée. Oui, ce qui veut dire que au bout d'un moment, en fait, l'utilisation que tu fais de telle ou telle application est presque une sorte d'acte politique en disant je valide ou je ne valide pas. Quelle est l'idée derrière cette application? Voilà. Notre vrai pouvoir, c'est nos achats maintenant. C'est la consommation. Le droit de vote, bien sûr, il faut y aller, il y a des choses à faire. Mais au final, on a plus d'impact avec nos choix et en décidant d'acheter ou non, ou d'utiliser ou non des logiciels, des produits. C'est le jour où plus personne veut utiliser Facebook, Facebook n'existe plus. Point. Eh bien sûr, ouais. Très bien, ok. Écoute, super. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Non, c'est bon, mais voilà, s'il y a quelque chose à dire, c'est vraiment continuez à vous informer pour le sujet. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire à votre niveau et surtout utilisez de manière maîtrisée ces logiciels. Vous savez ce que vous leur donnez. Est-ce que oui ou non, le service qui vous rend, vous acceptez de donner ce qui est voulu. Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn. C'est un réseau social professionnel, je ne mets que des informations professionnelles dessus et j'utilise très peu ensuite d'autres réseaux sociaux où en fait ma vie privée, je préfère la garder pour moi. Très bien, c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup Marc. Donc merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était donc Marc Edge-Shaheen de la société Sogeti pour le sujet de le critère qualité humain au centre du test et de la qualité. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas à poster vos questions ou vos réflexions en commentaire. Comme d'habitude, l'idée, c'est de pouvoir créer une communauté autour de certains sujets et de les faire évoluer par la suite. Et je vous dis à tous à très bientôt. On se retrouve pour un prochain épisode de Gask Insight. Merci Marc, encore une fois, et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.